Laissez-moi vous dire ma fierté d'être à Montpellier, ville championne du handball, probablement du rugby à la fin de semaine, et je ne parle pas du football. Malheureusement, mesdames, messieurs, nous allons ce soir parler d'un personnage qui aurait été incapable de pratiquer ces sports puisqu'il avait malencontreusement un pied beau et qu'effectivement, dans le domaine du football, cela l'aurait terriblement handicapé. Il était, dit Thiers, le plus séduisant dans les négociations. Toujours animé par l'intérêt national, d'après Jean Aurieux. Il s'est fait passer pour plus profond, alors qu'il n'a été qu'habile, donnant à son opportunisme les apparences du calcul, écrit Jean Morlot. Il était fait pour détruire, plus encore que pour construire, écrira Metternich. Abominable, méprisable, séduisant, répugnant, comment peindre Charles Maurice de Talleyrand-Périgord que nous allons évoquer ce soir. Je dirais Talleyrand. Le nom d'origine, c'est taille-rang, tailler les rangs, et Napoléon disait, on le sait parce qu'il l'écrit de cette même façon, Napoléon disait Talleyrand. Conservons néanmoins le nom de Talleyrand, plus facile à comprendre. Laissons de côté, devant ce personnage si ambigu, les mémoires qu'il a laissées et qui ne paraissent qu'en 1891. Ces mémoires de Talleyrand, ce fut une énorme déception. Était-il bien de Talleyrand? Aucune révélation, aucun bon mot, aucune anecdote scandaleuse. Quand on demanda à voir le manuscrit de ces mémoires, on n'obtint qu'un texte écrit de la main de son secrétaire Bacour. Et il parut que Bacour avait dû beaucoup remanier les mémoires de Talleyrand. Car on sait que Talleyrand, paresseux de réputation, ne prenait que rarement la plume, et en tout cas, s'il a dicté et si Bacour a été fidèle à ses dictées, Talleyrand aura jusqu'au bout porté un masque. Alors, essayons néanmoins d'y voir clair, essayons de déterminer à travers les témoignages et les correspondances et les écrits, essayons de déterminer le vrai visage de Talleyrand, en commençant par l'aspect négatif, le diable boiteux. Et c'est comme ça, dans un procès, on entend d'abord le réquisitoire du procureur, et puis ensuite, en entendant la plaidoirie de l'avocat en faveur de celui que l'on surnomma le prince des diplomates. À partir de là, j'espère que vous vous ferez une idée plus précise, plus juste peut-être, de ce personnage qui n'a cessé de fasciner, diable boiteux ou prince des diplomates. Commençons d'abord par le diable boiteux. Je vous rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, mais ils sont rares, que Talleyrand est né à Paris le 2 février 1754, qu'il a été séminariste à Saint-Sulpice, qu'il a été agent général du clergé, c'est-à-dire administrateur de la fortune de l'Église, évêque d'Autun, puis député du clergé aux États généraux, devenu ensuite Assemblée constituante, une mission à Londres en janvier 1792 lui permet de fuir avant que la terreur ne s'abatte sur la France, et finalement il rentrera après un long séjour aux États-Unis en France en juillet 1797 pour être nommé ministre des Relations extérieures du Directoire. Puis, il sera toujours ministre de ce que nous appelons aujourd'hui les affaires étrangères, mais on disait à l'époque les relations extérieures,
et sous M. Mitterrand, un ministre socialiste a voulu rétablir ce terme de relations extérieures, mais il a été très vite désavoué. Donc, il est ensuite ministre de Napoléon jusqu'en 1807. Il sera ensuite ministre de Louis XVIII, toujours des relations extérieures en 1814, envoyé comme représentant du roi au Congrès de Vienne, puis président du Conseil et toujours ministre des Relations extérieures de Louis XVIII du 9 juillet au 24 septembre 1815, ambassadeur à Londres de Louis-Philippe du 6 septembre 1830 au 22 août 1834, et il meurt à Paris le 17 mai 1838. Si j'ai fait ce long rappel d'une carrière qui, vous le voyez, est extraordinaire, c'est que vous avez donc été forcé de constater que Talleyrand a servi Louis XVI, Danton, qu'il envoie en mission à Londres, le Directoire, Napoléon, Louis XVIII, puis Charles X, et enfin Louis-Philippe. C'est-à-dire qu'il a assisté dans son existence à 3 sacres. Le sacre de Louis XVI, le sacre de Napoléon, où il est sur le devant de la scène dans le tableau de David, et le sacre de Charles X. Rares sont les hommes politiques qui peuvent se vanter d'une telle continuité. Et il faut bien dire que cette continuité est un peu embarrassante, car il faut avouer qu'il a servi tous les régimes qui se sont succédés de 1789 à 1834. Et que, comme on l'a rappelé tout à l'heure, il est la plus illustre des girouettes, de ceux qui ont été qualifiés de ce terme parce qu'ils passaient d'un régime à l'autre en reniant leurs opinions. C'est donc la plus illustre des girouettes, mais c'est pire. C'est le traître par excellence. C'est l'homme qui trahit. Il trahit d'abord Louis XVI. Il trahit Louis XVI au profit du duc d'Orléans dans les intrigues du début de la Constituante. Il est en effet dans l'entourage de celui qui va devenir Philippe Égalité, avec d'autres d'ailleurs, de Chauderlot de Laclos à Banquier et Clavière, et il trahit donc, il s'arrange pour affaiblir constamment l'autorité de Louis XVI. Puis, il trahit l'Église. Je vous rappelle qu'il est évêque d'Autun et qu'il a été agent général du clergé. Lorsque les États généraux, devenus Assemblée constituante, cherchent une solution à ce qui est le déficit des finances publiques, 2 milliards, je marque un temps d'arrêt parce que 2 milliards, vous ne trouvez pas que ça soit vraiment très considérable vu l'état actuel de notre déficit. En tout cas, de même que M. Macron cherche une solution à ce déficit, eh bien, l'Assemblée constituante cherche une solution pour combler ce déficit de 2 milliards. Et c'est là que Talleyrand monte à la tribune et dit « j'ai la solution ». Intense stupéfaction des députés, le prestige de Talleyrand grandit immédiatement. Oui, j'ai la solution. Vous dites 2 milliards de déficit. J'ai été administrateur des biens de l'Église de France. Et, étant administrateur, je peux vous dire que ces biens représentent environ 2 milliards. Si vous nationalisez les biens de l'Église, le déficit est résorbé. C'est quand même une trahison à l'égard de l'Église que, d'un trait de plume, il raye en quelque sorte comme propriétaire foncier de France. Et effectivement, tout le monde va être ravi, le déficit est comblé. Et donc, on va voter la nationalisation des biens du clergé et en contrepartie, donner à ce clergé un traitement, puisqu'il n'a plus de fortune, un traitement sous la forme d'une constitution civile du clergé qui va diviser l'Église de France en deux, entre ceux qui sont les jureurs,
ceux qui acceptent la constitution civile, et les réfractaires, ceux qui la refusent. Une guerre religieuse implacable va maintenant déchirer la France. Lorsqu'il revient des États-Unis, Talleyrand va être embauché par Barras. Il va être embauché par Barras comme ministre des Relations extérieures du Directoire. Et le 18 Brumaire, nous allons y revenir, il abandonne Barras, il le trahit au profit de Bonaparte, un autre reniement. Il va ensuite trahir Napoléon en 1814, allant même jusqu'à envisager de le faire assassiner par le marquis de Maubreuil. Là encore, c'est quand même un peu grave. Et puis, lors des journées de juillet 1830, donc cette révolution de 1830, il trahit Charles X, il fait partie de la cour du souverain, il trahit Charles X au profit de Louis-Philippe. Voilà qui nous montre un personnage qui passe de régime en régime en trahissant chaque fois ses idées et ses convictions. Le deuxième reproche qui lui est adressé, c'est sa vénalité. Talleyrand a passé pour vénal. Il y a un mot fameux, Georges Lacourgaillier avait écrit un livre sur Talleyrand. Et on lui demande, ce qu'on demande toujours à un auteur, et alors, votre livre, ça marche? Et Lacourgaillier de répondre, oh oui, Talleyrand s'est toujours bien vendu. Et effectivement, le livre fut bien vendu. Lorsque Talleyrand est nommé ministre des Relations extérieures en juillet 1797 par Barras, qui devient donc ministre des Relations extérieures du Directoire, Madame de Staël, qui a contribué à le faire nommer, Madame de Staël lui dit, je suis une intellectuelle, quel sera ton programme? Tout homme politique qui arrive au pouvoir a un programme. Et Talleyrand lui répond, mon programme, il faut faire une fortune immense, une immense fortune. Voilà le programme de Talleyrand arrivant au pouvoir. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est, à ma connaissance, le seul ministre qui est tenu à appliquer son programme. Et effectivement, vous allez voir qu'il l'a appliqué et bâti une fortune immense. Eh bien, ça commence tout de suite. À peine est-il nommé qu'il décide d'ouvrir des négociations. Ce sont les négociations de Lille avec l'Angleterre. Vous savez que nous sommes en guerre avec l'Angleterre depuis mars 1793. Il y a, avec le Directoire, alors que les traités de paix ont été signés avec la Prusse, avec la Hollande et avec l'Espagne, il y a donc une possibilité de faire la paix avec l'Angleterre, et donc c'est Talleyrand qui, à Lille, est chargé de négocier avec les émissaires anglais. Il est, comme nous dirions aujourd'hui, interviewé avant les négociations. Et il déclare « Je suis extrêmement pessimiste. Je ne pense pas que ces négociations puissent aboutir. » Alors, c'est l'effondrement de la bourse de l'époque. Comme elle s'effondre dans certaines circonstances aujourd'hui, la bourse est beaucoup moins importante, en tout cas, elle s'effondre. Talleyrand, qui dispose de son secret de son ministère, rachète tout ce qu'il peut à la bourse, qui est à la baisse. Puis, peu de temps après, il déclare « Eh bien, j'ai été trop pessimiste. Les négociations avec l'Angleterre reprennent sous un jour beaucoup plus favorable. » Et immédiatement, la bourse de remonter et Talleyrand, évidemment, de vendre les actions qu'il avait achetées à la baisse. Vous voyez comment le délit d'initié n'est pas quelque chose qui n'est beaucoup encombré. Peu de temps après, une délégation américaine vient négocier avec le Directoire et les braves Américains, qui sont les Quakers, des gens très puritains, demandent à voir le ministre des Relations extérieures. Ils attendent. Un jour, 2 jours, 3 jours. Ils commencent à s'inquiéter. On leur dit, mais vous ne savez pas. Le ministre
ne reçoit que si vous lui versez des douceurs. Les Américains ne comprennent pas très bien, sweets, douceur, qu'est-ce que c'est? Et ils finissent par comprendre que les audiences du ministre sont payantes. Vous voyez que le ministre reçoit, ces ministres aujourd'hui qui reçoivent, ils sont des naïfs à côté de Talleyrand. Talleyrand, à la place de M. Philippe, recevant les délégués de la CGT, leur demanderait avant de laisser un peu la main pour les recevoir. Voilà ce que fait Talleyrand. Il y a mieux. Alors que Bonaparte a redressé la situation sous le consulat, il constate que nous avions signé avec l'Espagne un traité, le traité de Bâle, et que par ce traité, l'Espagne s'engageait à nous verser 5 millions par an. Alors, dit Bonaparte, est-ce que c'est bien nécessaire? Il veut se concilier l'Espagne, on va supprimer ce tribut de 5 millions. Oh non, non, quand même, non, non, alors, si, dit Bonaparte, finalement on transige. L'Espagne ne versera plus désormais que 2 500 000 francs. On prévient donc la trésorerie qu'à partir de maintenant, l'Espagne n'enverra plus que 2 500 000 francs au lieu de 5 millions. La trésorerie est prévenue, mais Talleyrand est tellement occupé, il oublie de prévenir l'Espagne. Ce qui fait que l'Espagne verse 5 millions, mais que la trésorerie nationale n'en touchera que 2 500 000, où sont passés les autres 2 500 000, c'est une devinette que je vous lis. Chaque fois que l'on veut approcher Talleyrand, un souverain qui veut une intervention auprès de Napoléon, chaque fois c'est payant. Chaque fois c'est payant, et Sainte-Beuve, qui a écrit un Talleyrand très intéressant, Sainte-Beuve évalue à 60 millions les dessous-tables que Talleyrand a reçus pendant la période où il a été ministre des Relations extérieures de Napoléon. 60 millions, mais Talleyrand est très fort. Vous savez qu'en général, souverain à souverain, quand on se rencontre, on s'offre les œuvres reliées de Patrick Modiano, une sorte de bijoux fabriqué par Cartier, qui est arrivé même à cheval une fois, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et enfin, ce sont des cadeaux ridicules. Avec Talleyrand, pas question d'offrir une tabatière, pas question d'offrir un livre en relié, c'est du cash. Et effectivement, le cash, c'est plus sûr, parce que pour le reste, on ne sait pas ce que valent ces cadeaux. La corruption de Talleyrand en arrive à un point que Napoléon lui fera une scène violente, le 28 janvier 1809. Vous savez, c'est la fameuse scène où il lui dit « Talleyrand, vous êtes de la merde dans un bas de soie ». Le mot est authentique, car nous avons des témoignages de témoins comme Molien et autres qui confirment que cette expression grossière a été bien employée par l'empereur. Et donc, voilà Talleyrand, qui déjà avait perdu son poste de ministre des Relations extérieures, perd aussi sa fonction de grand chambellan. Alors, que va-t-il faire? Eh bien, il va s'adresser à Metternich. Il va s'adresser à Metternich et il va lui proposer de lui vendre tous les renseignements qu'il aura pu recueillir à la cour. Et nous sommes dans la période où va s'engager la fameuse campagne de 1809 qui va aboutir à la victoire de Wagram. Eh bien, Talleyrand envoie à Metternich des renseignements militaires contre de l'argent, puisque finalement, il arrivera à toucher 400 000 francs de l'Autriche. Entre nous, on a fusillé Mata Hari pour beaucoup moins. Talleyrand a aussi du sang sur les mains. Il a du sang sur les mains avec l'affaire du duc d'Enghien. Vous savez, lors de la grande conspiration de 1804, Napoléon excédé décide de faire enlever
en représailles le duc d'Enghien qui était sur le territoire du Grand-Duché de Bade. Et Talleyrand, d'après ce que dit Lucien Bonaparte, d'après ce que laisse entendre Napoléon lui-même, a poussé Napoléon, avec Fouché d'ailleurs, a poussé Napoléon à faire enlever le duc d'Enghien, et c'est sous sa responsabilité, puisque c'est un viol d'un territoire étranger, c'est donc avec des conséquences diplomatiques, c'est donc Talleyrand qui assume cet enlèvement. Et cet enlèvement qu'il assume, ensuite, se lui sera reproché et il va faire disparaître toutes les pièces. Mais il n'en reste pas moins que l'accusation va le poursuivre encore sous la Restauration. C'est Fouché qui dira « c'est plus qu'un crime, c'est une faute ». Alors, le procureur a vraiment un dossier bien chargé sur Talleyrand. Trahison, vénalité, enlèvement du duc d'Enghien. Et effectivement, s'est développée très tôt une légende noire de Napoléon. Elle se développe dans le mémorial de Sainte-Hélène, où Napoléon est très dur pour Talleyrand. Il règle ses comptes. Il dit Fouché était le Talleyrand des clubs et Talleyrand le Fouché des salons. Il lui reproche l'affaire du duc d'Enghien. Il l'accuse de trahison, de perversion. Il est extrêmement dur et n'oubliez pas que c'est le mémorial de Sainte-Hélène paru en 1823 qui va figer en quelque sorte l'histoire. C'est ainsi qu'il y a des gens comme Murat, par exemple, qui ne se relèveront pas des pages dures du mémorial de Sainte-Hélène. Et puis, il y a aussi à charge contre Talleyrand, il y a les romantiques. Les romantiques qui vont à leur tour attaquer le personnage de Talleyrand. Le plus fameux, en dehors de Vigny, le plus fameux, c'est évidemment Chateaubriand, dans une page admirable des Mémoires d'Outre-Tombe. Nous sommes en juillet 1815, Fouché et Talleyrand préparent, après le désastre de Waterloo et l'abdication de Napoléon, préparent la restauration de Louis XVIII. Louis XVIII est à Saint-Denis, c'est de là qu'après le fameux souper, Talleyrand et Fouché se rendent à Saint-Denis pour préparer le retour du roi. Et là, à Saint-Denis, il y a Chateaubriand. Chateaubriand qui, lui, est resté fidèle pendant les 100 jours au roi qu'il a suivi à Gand. Et il attend sa petite récompense, il attend. Il fait antichambre. Et voici ce qu'il dit. Tout à coup, une porte s'ouvre. Entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime. Monsieur de Talleyrand, vous comprenez quel est le vice, marchant, soutenu par monsieur Fouché, vous comprenez quel est le crime. Vision infernale qui passe devant moi, pénètre dans le cabinet du roi. Fouché venait jurer foi et hommage à son seigneur, le féal régicide, à genoux, mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr. L'évêque apostat fut caution du serment. Pratiquement, de cette page féroce des Mémoires d'Outre-Tombe, ni Fouché ni Talleyrand ne se sont véritablement relevés. Il reste toujours cette image, le vice appuyé sur le bras du crime. Il y a pire. Et oui, il y a pire. Il y a Victor Hugo. Victor Hugo qui, pour des raisons mystérieuses, règle aussi son compte à Talleyrand. C'est dans Chose vue. Et voici ce que Victor Hugo écrit. Avant-hier, Talleyrand est mort. Des médecins sont venus et ont embaumé le cadavre. Pour cela, à la manière des Égyptiens, ils ont retiré des entrailles du ventre et le cerveau du crâne. La chose faite, ils ont laissé sur une table
la cervelle. Cette cervelle qui avait conduit 2 révolutions, trompé 20 rois. Les médecins partis, un valet est entré. Il a vu ce qu'ils avaient laissé. « Tiens, dit-il, ils ont oublié cela. Qu'en faire ?» Il s'est souvenu qu'il y avait un égout dans la rue. Il y est allé et a jeté le cerveau de Talleyrand dans cet égout. Finis rerum. Avouez que l'on ne peut pas faire pire à l'égard d'un personnage historique. Voilà donc le réquisitoire. Il est accablant. Il faut maintenant passer à l'autre partie, c'est-à-dire à la défense. Laissons le diable boiteux, voyons le prince des diplomates. Première question, pourquoi alors a-t-il tant fasciné? C'est qu'il est avant tout un séducteur. Et quel séducteur! Oh, les femmes, il en a séduit. D'abord, il y a eu Madame Grand, qu'il a épousée, qui est probablement l'une des plus belles femmes de la cour de Napoléon. Belle femme, mais d'une bêtise incomparable. Lorsqu'on l'interroge, elle était originaire des Indes, et qu'on lui dit « D'où êtes-vous, madame ?» Elle dit « Je suis d'Inde. » Mais elle est très belle, mais bien entendu, sa bêtise est telle que Talleyrand s'en lassera rapidement et évidemment, il prendra une autre maîtresse, la duchesse de Dino, et surtout sa nièce, qui aura épousé son neveu, Talleyrand Périgord, et donc il séduira la mère puis la nièce. Il séduit si bien qu'on lui prête des fils naturels. En voici 2. Delacroix, et oui, mesdames, messieurs, Delacroix, le peintre, qui rencontre au Louvre un grand succès avec l'exposition, Delacroix serait le fils de Talleyrand. En effet, Talleyrand succède aux affaires extérieures, aux relations extérieures, devrais-je dire, il succède à Delacroix. Et non seulement il y aurait succédé dans le ministère, mais il y aurait succédé dans le lit de Madame Delacroix. Et de cette rencontre serait né le peintre. Nous n'avons absolument aucune preuve, et Delacroix n'a jamais revendiqué cette paternité qui était peut-être à l'époque un peu fâcheuse. Puis il y en a un autre. Il y en a un autre, c'est Flahault. Flahault, le père de Morny. Donc, vous voyez, Morny serait le petit-fils de Talleyrand. Flahault, lui, a revendiqué cette paternité, mais Talleyrand ne l'a jamais reconnu. Il l'a soutenu par gentillesse pour en faire un aide de camp. Flahault va connaître une grande fortune militaire, mais bon, Talleyrand n'a jamais manifesté un instinct paternel à l'égard de Flahault. Alors, Delacroix et Flahault étaient-ils les fils de Talleyrand? Rien n'est sûr, surtout lorsqu'on a le témoignage de certaines de ses maîtresses. Je rappelle que Talleyrand n'a eu aucun enfant de Madame Grand. Et pourquoi? Alors, c'est l'une de ses maîtresses qui explique, c'est un peu osé, mais il n'y a pas d'enfant, le comportement de Talleyrand au lit. Et elle le dit, parce que les oreilles sont encore chastes au temps de Napoléon, elle le dit en latin. Et je vais donc vous le dire en latin. Talleyrand, dit-elle, quand il est en action, et suaviter in modo. Suaviter in modo, bon, il est suave dans les prémices, dans les préludes. Suave. Non fortifer in re. C'est-à-dire pas très dur dans la conclusion. Je laisse à cette maîtresse probablement méchante, trompée par Talleyrand, la responsabilité de ce jugement. Vous le voyez, n'est pas extrêmement flatteur
pour un amant. En tout cas, il en a séduit énormément, et peut-être là s'agit-il que d'une vengeance. Il a séduit aussi Napoléon, car malgré tout, Napoléon a toujours été fasciné par Talleyrand. Et il dit encore à Sainte-Hélène, parlant de Talleyrand, un prêtre marié à une catin, c'est Madame Grand. Mais il est d'une grande maison, et cela efface tout. Voilà l'avantage de la noblesse. Il y a quelqu'un aussi qui a été fasciné par lui, c'est Balzac. Balzac qui va le voir lorsque Talleyrand est à Rochecotte chez la duchesse de Dinaud. Vous savez que Balzac est de Tours, Rochecotte, le château de la duchesse de Dinaud, est également près de Tours, dans Touraine, et c'est là qu'elle s'était établie et Talleyrand venait s'y reposer. Balzac va voir Talleyrand, il est séduit par lui, et dans son œuvre, vous savez, Talleyrand occupe une grande place, il est constamment évoqué pour son impassibilité, son intelligence, et il le met même en scène avec Fouché dans ce fameux roman, Une ténébreuse affaire, qui est consacré à l'enlèvement du sénateur Clément de Ris. Rochecotte, aujourd'hui, ancien château de la duchesse de Dinaud, publicité gratuite, est devenu un relais château. Un relais château, pas très loin de Valençay, qui était le château de Talleyrand. Et une particularité de ce relais et château, c'est que donc, c'était l'ancienne demeure de la duchesse de Dinaud, et celle-ci avait fait vœu, si Talleyrand revenait à Dieu, de transformer sa chambre en une chapelle. Et comme elle a cru que Talleyrand, peut-être a raison, que Talleyrand était revenu à Dieu, elle a transformé sa chambre en chapelle. Ce qui fait que vous avez un relais et château avec des chambres, avec jacuzzi, etc. Et tout à coup, au milieu, une chapelle néoclassique dédiée à la mémoire de Talleyrand, ancien évêque d'Autun. Fasciné aussi par Talleyrand, Sacha Guitry, Le Diable boiteux, chef-d'œuvre extraordinaire, et apologie de la girouette, alors que le pauvre Sacha Guitry n'a connu dans sa vie qu'un seul changement de régime, et il a trouvé le moyen de le rater et de se faire arrêter à la Libération. Et puis il y a Briseville, avec le souper, où il met en scène Talleyrand et Fouché. Vous voyez donc que le personnage a beaucoup de séduction. C'est surtout un homme d'esprit. Ses aphorismes sont bien connus et pratiquement, vous pourriez me les dire sans que je n'ai à les prononcer. Tout le monde connaît « il faut se hâter lentement » ou encore « tout ce qui est exagéré est insignifiant » ou encore « on ne peut s'appuyer que sur ce qui résiste ». Et puis, en politique, on ne meurt que pour ressusciter. Non seulement il y a les aphorismes, mais il y a les mots d'esprit, qui doivent être traditionnellement méchants. On parle de Fouché, et il répond « oui, on dit que M. Fouché méprise les hommes, c'est qu'il s'est beaucoup étudié. » De Sieyès, on dit que Sieyès serait profond. Vous voulez dire creux. Ou encore de Monsieur de Chateaubriand. Monsieur de Chateaubriand se croit sourd depuis qu'il n'entend plus parler de lui. Avouez, vous voyez que ce sont des mots magnifiques, des mots authentiques. Un homme qui a cet esprit, et on voit que Sacha Guitry lui a envie, un homme qui a cet esprit ne peut effectivement que séduire. Et puis, il y a le gastronome. Ne l'oubliez pas, l'époque napoléonienne, qui est celle d'un souverain qui mange en 10 minutes. Alors, une cuisse de poulet maringot, et puis un verre de chambertin coupé d'eau, et hop, c'est fini. Quelques nouilles, quelques pâtes plus exactement, et puis peut-être une cavale milanaise, mais bon, ça va très vite. C'est pourtant l'époque où naît la gastronomie. C'est l'époque de Grimaud de la Reynière et de son almanach des gourmands. C'est Brillat-Savarin qui va écrire sa physiologie du goût. C'est Berchoux
qui crée le mot gastronomie. Eh bien, dans ce contexte, Talleyrand rivalise avec Cambacérès. Et oui, Cambacérès, c'est le gastronome le plus célèbre, peut-être, de notre histoire. Rendons-lui hommage ici, à Montpellier. Mais Talleyrand n'est pas loin de le valoir. Et Grimaud de la Reynière, même s'il met Cambacérès au-dessus de Talleyrand, reconnaît que Talleyrand est formidable à table. En effet, par exemple, il achète le Haut-Brion, cru bordelais, très réputé, qui vaut aujourd'hui une fortune. Il l'achète à l'époque 200 000 francs. Mais il apprend que Napoléon ne boit que du Chambertin, ne boit que du Bourgogne. Alors, en parfait courtisan, il revend le Haut-Brion. Ce Haut-Brion qu'il avait acheté 200 000 francs, il le revend 250 000 francs. Célèbre est le dîner qu'il donne un jour devant un certain nombre de convives. Il est à table et il est très excité parce que la table de Talleyrand est formidable. Et voici que paraît un maître d'hôtel avec un saumon. Ce n'est pas la saison en plus du saumon, un saumon magnifique, comme ça, magnifique, avec comme carême, maître prestigieux, maître cuisinier prestigieux a prévu tout un amoncellement de légumes, de fruits, un spectacle extraordinaire, un saumon magnifique, un entourage fabuleux, et tous les invités font « Ah !» de satisfaction. Le maître d'hôtel s'avance, s'avance, s'avance. Ah ! Il se prend le pied dans le tapis et le saumon est par terre, avec tous les légumes et tout. Ah, le A d'admiration se transforme en O de déception. Seul Talleyrand, fidèle à sa réputation d'impassibilité, claque dans ses mains. Et paraît alors un deuxième maître d'hôtel, avec un saumon qui va de ce bout de la table à l'autre bout, encore plus beau, encore plus grandiose, avec des amoncellements de légumes et de fruits sublimes, encore plus sublimes, et tout le monde comprend que le maître d'hôtel a fait ordre de laisser tomber le premier saumon pour mieux exciter les papilles des convives. Car ne l'oubliez pas, la gastronomie, c'est aussi très cérébral. Il n'y a pas que les papilles, il y a le cerveau. Et c'est ce qu'a compris Talleyrand. C'est en cela qu'il est un grand gastronome. Et non seulement il a compris ça, mais il a aussi compris que la gastronomie pouvait être une arme diplomatique. Et au Congrès de Vienne, les repas de Talleyrand vont avoir une réputation extraordinaire. On ne sait pas si Carême est venu ou non à Vienne. Certains disent qu'il n'est pas venu. En tout cas, le prestige de Talleyrand à Vienne repose sur le luxe de sa table. On se précipite pour assister, et notamment au fameux repas anniversaire de Talleyrand. Malheureusement, à l'époque, il n'y a pas de menu. Et donc, on a perdu ce que Talleyrand serve au Congrès de Vienne. En politique intérieure, vous avez eu le sentiment que Talleyrand trahissait. Il trahissait les uns après les autres tous les régimes. En réalité, si vous y regardez de très près, il y a une grande continuité de Talleyrand dans le domaine de la politique intérieure. Je vous ai dit qu'il a d'emblée, dès le début de la Révolution, rallié le duc d'Orléans, le futur Philippe Égalité, et il a tout fait, avec d'autres, pour essayer de substituer le duc d'Orléans à Louis XVI. C'est le complot orléaniste, un complot orléaniste qui va échouer parce que le duc d'Orléans était franchement médiocre et n'a pas su véritablement saisir sa chance. Alors, Talleyrand attend. En 1814, au moment où on va restaurer un roi, il a sans doute pensé au duc d'Orléans
père avait été guillotiné, mais le fils, le futur Louis-Philippe, aurait pu régner à ce moment-là, mais il était trop loin, il était aux États-Unis, et donc Talleyrand ne peut pas le substituer à Napoléon. Mais en 1830, dans les journées de juillet, les Trois Glorieuses, eh bien, que va faire Talleyrand? Il va pousser au pouvoir Louis-Philippe. Il est de ceux qui amènent Louis-Philippe à devenir Louis-Philippe Ier. Il y a donc eu de 1789 à 1830 une continuité politique de Talleyrand. Simplement, il n'y avait pas assez de prise sur les événements. Il a fallu les fautes de Charles X pour qu'enfin les Orléans arrivent sur le trône de France. Et puis il y a, bien entendu, le prince des diplomates. C'est là le grand morceau, effectivement, le grand morceau de la défense, mais avec, vous le verrez, quelques réserves. Talleyrand, c'est l'homme des frontières naturelles. Les frontières naturelles de la France, qui sont, je vous rappelle, l'océan, les Pyrénées, les Alpes, le Rhin. Ces théories des frontières naturelles auraient été développées par Richelieu dans son testament politique. C'est aussi, en 1792, l'idée de Danton. Il ne faut pas aller au-delà des frontières naturelles. Et Talleyrand a constamment freiné Napoléon dans sa soif d'annexion, notamment en Italie. Il considère qu'il ne faut pas aller en Italie et que mettre Murat à Naples, il fera tout pour le faire partir. Mettre Eugène de Beauharnais à Milan, tout cela, ce sont des fautes qui ont déjà coûté très cher, je vous rappelle, au roi de France, François Ier, Louis XII et autres. Et donc, il y a une constante chez lui, l'expansion de Napoléon est une erreur. Le deuxième grand principe qui anime sa politique ne vient plus de Richelieu cette fois, mais de Choiseul et du cardinal de Bernis. C'est l'idée que, dans les relations diplomatiques, la religion compte plus peut-être, ou autant que la géographie. La religion. Et, dit Talleyrand, regardez la carte de l'Europe. La Prusse, protestante. L'Angleterre, anglicane. La Russie, orthodoxe. L'Autriche, catholique. La France, catholique. Donc, dit-il, ce qui doit être l'axe de la politique française pour l'équilibre européen, c'est une alliance entre la France et l'Autriche, ce qu'avaient voulu Choiseul et Bernis. Et lorsque l'Autriche attaque la France en 1805 et que est signée la paix de Presbourg après la défaite des Autrichiens à Austerlitz, Talleyrand freine au maximum pour éviter que l'Autriche soit trop humiliée. Il essaie de recoudre les morceaux après cette rupture. Et notamment, il fait réduire le tribut de guerre que l'Autriche devait verser. Entre parenthèses, il en met une partie de côté pour lui, mais enfin, peu importe. En tout cas, il atténue les rigueurs du traité de Presbourg. Et lorsque, ensuite, à Tilsit, en 1807, après la défaite de la Prusse, il découvre que Napoléon veut s'allier avec le tsar. C'est la fameuse entrevue de Tilsit sur le radeau, sur le Niémen. Il est hostile. Il veut que ce soit une alliance avec l'Autriche, pas avec la Russie. La Russie est orthodoxe, il ne peut pas y avoir de lien. Et il a raison, car finalement, la mère d'Alexandre Ier refusera la main de la sœur d'Alexandre Ier à Napoléon. Et donc, il démissionne à ce moment-là, après Tilsit, parce qu'il ne veut pas cautionner une alliance franco-russe. Alors, il va retrouver effectivement un peu de satisfaction avec Marie-Louise, qui est autrichienne, mais effectivement, la guerre va reprendre et finalement, la France sera vaincue et Talleyrand se retrouve comme négociateur à Vienne, où les quatre grands vainqueurs sont là. Et Talleyrand représente une France vaincue. Et c'est là que va être son grand morceau de bravoure,
alors que le Congrès de Vienne est chargé de liquider le Grand Empire. Et que donc les quatre grands vainqueurs, les quatre grands, on se croirait je vais dire à Yalta, c'était trois, les quatre grands vainqueurs vont se partager, donc comme à Yalta on se partageait l'Empire allemand, voilà, on va se partager le Grand Empire, eh bien Talleyrand s'arrange pour être l'arbitre, car dans ce partage, les conflits naissent très rapidement. En effet, la Prusse veut s'emparer de la Saxe, car le roi de Saxe est resté fidèle à Napoléon juste pratiquement à l'effondrement de l'Empire. Et donc, la Prusse demande la déchéance du roi de Saxe pour s'en emparer. De son côté, la Russie demande le duché de Varsovie, que Napoléon avait constitué, parce que la Russie veut mettre la main sur la Pologne. En face, l'Autriche ne veut pas que la Prusse mette la main sur la Saxe, car évidemment, elle deviendrait de plus en plus puissante en Allemagne face à l'Autriche. Et l'Angleterre ne veut pas que la Russie s'étende jusqu'à la Pologne. Et donc, il y a deux axes, l'axe russo-prussien et l'axe autrichien-anglais. Et Talleyrand attise la situation. Il attise la situation de façon à se retrouver au milieu, en arbitre. Le vaincu devient l'arbitre du conflit des vainqueurs. C'est ça, sa grande réussite. Grande réussite, effectivement, que vient compromettre le retour trop tôt de Napoléon de l'île d'Elbe. Et c'est là que, parce qu'il faut bâcler les affaires, c'est là que Talleyrand va commettre une erreur parce que la Prusse, devant renoncer à la Saxe, la Prusse renonçant à la Saxe, eh bien, la Prusse va demander un dédommagement et on va lui accorder la rive gauche du Rhin. La rive gauche du Rhin, voilà maintenant les Prussiens sur cette rive gauche du Rhin et en genèse les conflits de 1870, 1914 et 1940. Mais Talleyrand a été contraint de faire cette concession, poussé d'ailleurs par Louis XVIII, qui a du sang saxon et qui veut à tout prix sauver le royaume de Saxe. Et puis, Talleyrand va être l'artisan de l'amitié franco-anglaise, de l'entente cordiale. Il est envoyé par Louis-Philippe en Angleterre, pour rassurer l'Angleterre, car Louis-Philippe pourrait symboliser la Révolution française à cause de son père, et c'est lui qui va réussir une prodigieuse ambassade qui réconciliera la France et l'Angleterre dans une entente cordiale qui a fait quelques petites vicissitudes ensuite, surtout sur la Troisième République, avec les conflits coloniaux, va quand même persister jusqu'en 1940. Mais il y a mieux encore. Talleyrand, et là vous comprenez que la voix s'étrangle légèrement, de satisfaction, d'émotion, etc. Talleyrand a été membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors oui, je sens vos rires. Sciences morales et politiques, morale pour Talleyrand, oh là là. Je vous rappelle que l'Institut de France, qui existe toujours aujourd'hui, a été créé par les Thermidoriens en 1795 et qu'il a été, à l'époque, composé de 3 classes. La classe des sciences, à laquelle appartiendra Bonaparte, la classe des sciences morales et politiques, et la classe de littérature et beaux-arts. À son retour des États-Unis, Talleyrand est coopté, il avait même été coopté avant, par la classe des sciences morales et politiques. Pourquoi est-il coopté? Eh bien, tout simplement parce qu'on se souvient de son passage à l'Assemblée constituante. Bien sûr, je vous ai évoqué la nationalisation des biens du clergé, mais ça ne pouvait que plaire à l'Institut qui était formé de savants issus des Lumières
et qui donc détestait le catholicisme. Surtout, Talleyrand s'était illustré à l'Assemblée constituante par un rapport d'une étonnante modernité sur l'éducation. Car l'Assemblée constituante se penche sur le problème de l'éducation, confie le soin à Talleyrand, et Talleyrand présente un rapport en 4 points. Premier point, l'enseignement doit exister pour tous. Donc l'enseignement doit être ouvert à tout le monde, y compris aux roturiers, aux ouvriers, aux paysans, etc. Deuxièmement, l'instruction doit être universelle. Troisièmement, et là, je marque un temps d'arrêt parce que c'est un grand moment. Troisièmement, l'enseignement doit exister pour l'un et l'autre sexe. Donc, les éducations des filles qui, sauf chez Fénelon, avaient été sacrifiées, Talleyrand demande qu'il y ait parité, qu'il y ait égalité, que les filles reçoivent une éducation aussi bien que les garçons. Et enfin, mesdames, messieurs, le 4e point, cet enseignement doit s'adresser à tous les âges. Donc, plus vous êtes vieux, plus vous continuez à enseigner. Vous voyez que c'est un programme extrêmement moderne, qui s'ouvre à l'enseignement à tous, qui l'ouvre aux femmes, alors qu'elles étaient exclues. Pratiquement, vous voyez que ça avait fait une grande impression. Ça a été abandonné, ça a été repris par la Canale, mais finalement, Talleyrand avait laissé le souvenir de cet extraordinaire rapport d'une modernité aujourd'hui fantastique. Et puis, à peine élu, à l'Académie, enfin là, ce qu'on appelle encore la classe, il va présenter différents rapports extrêmement intéressants. Une communication, le 4 avril 1797, sur les relations commerciales de la France avec les États-Unis. Et il dit, nous, Français, nous avons contribué à l'indépendance des États-Unis. Ça nous a coûté cher. 2 milliards au moins, et ça a coûté surtout cher à ce pauvre Louis XVI qui a perdu la tête. Eh bien, après avoir aidé ainsi les États-Unis, avoir chassé l'Angleterre, que se passe-t-il en 1797? Il rentre des États-Unis, il était sur place. Il dit, eh bien, le commerce anglais est revenu aux États-Unis. C'est eux qui font les investissements, qui vendent tous leurs produits. Nous, Français, rien. On n'a même pas vendu les œuvres complètes du cardinal de Bernis. Rien, absolument pas. Nous n'avons aucun succès commercial. Et donc, l'indépendance des États-Unis, nous avons fait un marché de dupes. Deuxième communication, le 3 juillet 1797, c'est sur les colonies. Alors là, il se trompe, il dit, nous avons les Antilles, la Martinique et la Guadeloupe, mais nous ne pourrons pas les garder. Nous ne pourrons pas les garder parce que les États-Unis, maintenant devenus une grande puissance, vont mettre la main dessus. Ça ne se produira pas. Les États-Unis prendront plutôt la Louisiane. Ça ne se produira pas, mais je vous rappelle qu'en 1944, le président Roosevelt avait fait savoir que, après tout, les États-Unis, la France aurait été vaincue, etc., les États-Unis allaient annexer la Martinique et la Guadeloupe, les Antilles françaises. Donc, il ne voyait pas entièrement faux, même si ça ne s'est pas fait à l'époque où il fait sa communication. Et dit-il, si nous perdons les Antilles, fleurons de nos colonies, il faut trouver une autre colonie où l'on ait la canne à sucre, le coton, etc. Et il propose l'Égypte. C'est lui l'initiateur de l'expédition d'Égypte. Elle est destinée, cette expédition, sous un couvert scientifique de l'Institut et de la classe des sciences morales et politiques, elle est destinée à mettre la main sur une colonie aux dépens de l'Empire ottoman qui ne règne plus dans ce pays que par les Mamelouks. Alors, l'entreprise aussi vise surtout à permettre à Bonaparte
de se couvrir de gloire à nouveau parce qu'il ne peut pas envahir l'Angleterre, donc on va inventer l'idée qu'il ira combattre les Anglais en Égypte où ils ne sont pas, mais il coupera ainsi la route des Indes en se rendant maître de l'Égypte. Vous voyez que là encore, Talleyrand pèse d'un grand poids. Mais la classe des sciences morales et politiques, qui groupe les grands philosophes de l'époque, Destutt, Tracy, Dennou et d'autres, Garat, Volney, cette classe des sciences morales et politiques est une classe qui fait la moue lorsqu'elle apprend que Bonaparte rétablit l'esclavage. Ah, ce n'était pas conforme aux droits de l'homme. Et elle fait plus que la moue lorsqu'elle apprend que, et Talleyrand en est un peu contrarié, Bonaparte va signer un concordat avec le pape, qu'on va restaurer la puissance du clergé catholique. Et donc, les idéologues de la classe des sciences morales et politiques vont protester. Et Bonaparte va supprimer la classe des sciences morales et politiques. Les membres de cette classe disparaissent ou sont noyés dans les autres classes. La classe des sciences morales et politiques a disparu. Elle ne sera rétablie qu'en 1832 par Guizot. Et c'est pourquoi la classe, l'Académie des sciences morales et politiques, dans l'intervalle, on a supprimé le mot de classe pour recréer les académies d'Ancien Régime, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'Institut comprend l'Académie française en un, l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 2, l'Académie des sciences en 3, l'Académie des beaux-arts en 4, et arrive dernière l'Académie des sciences morales et politiques. C'est-à-dire que lorsque vous allez à une séance de rentrée des 5 académies, vous avez un grand roulement de tambour, un cliquetis d'armes des gardes républicains, et tout le monde pense que c'est Bonaparte qui va apparaître avec son état-major, mais vous voyez quelques vieillards un peu tremblotants de l'Académie française qui ouvrent le cortège, et en dernier, puni d'avoir protesté contre le concordat, parce qu'il n'était rétabli qu'en 1832, l'Académie des sciences morales et politiques. Et c'est dans cette académie que retrouve donc Talleyrand, que Talleyrand va faire le 3 mars 1838 sa dernière communication. Il va faire l'éloge du diplomate. Alors là, véritablement, Talleyrand, l'Académie des sciences morales et politiques, parlons, c'est l'usage, tous les lundis, aujourd'hui encore, il y a une communication à l'Académie des sciences morales et politiques. Cette fois, c'est Talleyrand qui va parler, et qui va parler du diplomate. Alors, le tout Paris est là. Le tout Paris est venu entendre Talleyrand. Talleyrand, qui maintenant est âgé, je vous rappelle, cet homme qui résume toute l'histoire de France depuis 1789, il va parler du diplomate. Et ce sera le discours suprême, le plus grand discours sur le portrait d'un diplomate, avec évidemment des choses qui surprennent un peu de la part de Talleyrand. Le parfait diplomate est celui qui a la religion du devoir. On va dire Talleyrand a eu beaucoup, une vigilance de tous les moments, qui jointe à beaucoup de perspicacité, ne le laisse jamais dans l'ignorance de ce qu'il importe de savoir. Il vante l'impassibilité du diplomate et considère qu'il faut que le diplomate appelle la confiance et l'estime. Ce fut un triomphe. Ce fut une ovation qui monta ce jour-là à l'Académie des sciences morales et politiques en faveur de Talleyrand. Ce fut un triomphe. Talleyrand mourut quelques jours plus tard. Aujourd'hui, à l'Académie des sciences morales et politiques, son fauteuil est occupé, dans la section économie, par un haut fonctionnaire qui a dirigé une grande banque. Toujours l'argent. Ce fut le maître mot de Talleyrand et la conclusion de cette conférence qui vous laisse maintenant trancher entre le prince des diplomates et le diable boiteux. Je vous remercie.